Mémoire digitale, toute la saison, on a eu la chance de parler avec des gens excessivement innovants qui nous ont parlé d'innovation dans tellement, mais tellement de domaines. Mais tout ça part de où? Tout ça, toute l'innovation qu'on connaît aujourd'hui dans notre société part de où? Puis à quel point ça a été important? Mon invité aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir, Samuel Vanière. Salut. Salut. Samuel, qui est un historien. Je t'ai envoyé un message sur Messenger parce qu'on a la chance de se connaître par mon ancien métier quand j'étais au Journal Le Soleil. Et j'ai vu ce que tu as fait avec les Fêtes de la Nouvelle-France, j'ai vu ton parcours. Je me dis, j'aimerais ça parler de la place de l'innovation à travers les époques. Mm-hmm. On s'entend que c'est pas un petit mandat que je t'ai donné non plus, honnêtement, parce qu'il y a plusieurs époques. C'est très large comme question, mais je me suis dit à quel point l'innovation, on sait qu'aujourd'hui, ça drive beaucoup de gens, ça dicte des changements, mais à quel point à travers les époques, ça a été la même chose. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus facile, je te dirais, de se dire, OK, l'innovation, ça change la vie. Tu sais, en médecine, on voit des trucs. Mais tu sais, à l'époque de la préhistoire, à l'époque de la Renaissance, à quel point l'innovation, à ce moment-là, a pris une importance capitale pour les civilisations? Bien, la place de l'innovation au sein des civilisations qui ont, on pourrait dire, dominé le monde, dont on se rappelle aujourd'hui, est fondamentale, c'est sûr et certain. Puis l'innovation, ça a un rythme. C'est pas linéaire, là. Ouais, les choses ne vont pas de façon linéaire. C'est pas tout le temps pareil, là. Exactement. Il y a des cassures dans le temps et des ruptures. Il y a de la continuité. C'est toujours un peu ça, le rythme de l'histoire. Cassure, continuité. Puis l'innovation, c'est le changement, mais dans le sens de l'amélioration. C'est pas... tu dis pas « j'ai innové parce que j'ai changé mes pneus de char ». C'est plus innover dans le sens de découverte, invention. Puis ça a vraiment... ça ponctue l'histoire, finalement, de différentes façons. Sauf que, d'une autre façon... L'innovation, ça se fait toujours au détriment des traditions puis des coutumes qui sont en place, des pratiques, des règles établies. Et ça brise des choses quand même. Ça brise des choses et ça fait pas toujours plaisir à tout le monde. Puis il y a même des cultures qui se sont développées avec la promesse que les choses ne changeraient jamais. Ça existe encore aujourd'hui. Pensons aux Amish aux États-Unis, qui sont une communauté là, immigrée aux États-Unis depuis le 18e siècle et qui ont cru énormément avec le temps, qui ont rejeté toutes sortes de formes de protection sociale par l'État, qui ont rejeté l'électricité également. D'ailleurs, la première règle Amish, c'est « tu ne te conformeras point à ce monde qui t'entoure ». Oh, quand même. Ça le dit quand même assez fortement, là, donc... Pour eux, l'innovation, ce n'est pas une bonne chose. Le temps devrait rester comme il est présentement, donc parfait. Mais est-ce que c'est un risque pour eux que ça va les rattraper? Je peux pas croire. Oui, c'est beau la calèche, là, mais à un moment donné, la calèche, elle va se faire dépasser par le tracteur. Elle va se faire. Les chevaux pour labourer, à un moment donné, je comprends, mais il y a la machinerie. À quel point une civilisation ou un choix de vie comme les Amish ont peut perdurer à travers le temps? Bien, elle peut perdurer avec des principes solides. Les gens qui vivent dans ces communautés-là, on en croise parfois sur la route quand on va aux États-Unis. Là. Des fois, c'est assez drôle. On voit des pancartes sur le bord de la rue. Faites attention, c'est comme deux calèches qui se promènent. Risque de calèche. Exactement, risque de collision avec... Au Québec, on a risque de Rignot. Là-bas, c'est risque de calèche. Voilà, exactement. Donc, ils en croisent des fois des gens, mais avec des principes de base qui leur interdisent de s'adapter à ce qu'ils voient, qui leur interdisent d'être séduits, pourrait-on dire, par le monde qui les entoure, puis les facilités offertes par les technologies, mais fait en sorte qu'on se ferme les yeux à quelque part par rapport à ça. Puis c'est assez facile avec ces principes-là, je pense, de rester cloisonné dans ces cultures-là qui s'autosuffisent bien souvent, puis qui trouvent leur bonheur à travers ces principes-là. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais à d'autres moments dans l'histoire, il y a des instants où des innovations brusques sont arrivées, puis ont changé le monde de façon très rapide. Et ça a provoqué d'autres douleurs sociales, d'autres blessures et des mouvements qui ont réagi en opposition à cette innovation-là, qui était négative, qui était vue comme négative. Par exemple, je pense au Québec des années 30, alors qu'on était en pleine crise économique. Il y a beaucoup de gens sur le chômage et les industries qui ont fermé. Et le message du clergé québécois, catholique romain à l'époque, ça va être que dans le fond, ce serait aussi bien de retourner à la terre, retourner ce qu'on avait avant. Parce que c'est quoi la cause de nos problèmes? C'est l'industrialisation. Exactement, c'est l'industrialisation monstrueuse et trop rapide qui a gâché vos vies, qui fait en sorte que vos enfants ont faim, que vous n'avez plus de travail aujourd'hui. C'est pas une valeur sûre. Donc le changement, c'est pas une bonne chose. Et il y avait vraiment là, un discours très fort au Québec dans les années 30 pour encourager, pas n'importe qui, les Canadiens français, bien évidemment, qu'on distinguait des Anglais. Donc, sur fond de tension linguistique, comme ça creusait. C'est un phénomène assez complexe, mais beaucoup de Québécois, on le dirait aujourd'hui, ont suivi ce mouvement-là, sont retournés finalement vers la campagne parce que c'était le seul choix qui s'offrait à eux, peut-être. Parce qu'en ville, effectivement, les industries fermaient, c'était très difficile, il y avait énormément de chômage. Puis ça a donné lieu à des efforts, finalement, avec le temps pour la ville, pour engager des gens, pour briser ce chômage-là.
Je pense à des ouvrages encore aujourd'hui qui sont présents, mettons, dans la ville, des marques de cette période-là, comme par exemple le réservoir sous les plaines d'Abraham, qui a été construit dans les années 30, que le gouvernement a vraiment engagé des gens pour creuser au pic et à la pelle, aucune machinerie pour engager le plus de personnes comme possible. les barrages et tout le kit, là. Exactement. Donc, pour que ça prenne un peu le plus de temps possible pour relancer l'économie avec des projets d'infrastructure sociale comme celle-là. Mais c'est comme il y a des contre-coups. Il y a des mouvements, il y a des brisures, des ruptures comme ça dans l'histoire qui font en sorte que des fois, c'est long puis il se passe pas grand-chose. Et des fois, du jour au lendemain, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un peu comme on le voit aujourd'hui dans l'ère de l'information. On est vraiment à une époque où les choses bougent très vite, mais ce sera pas toujours comme ça. Est-ce qu'à ton avis, plus on a avancé dans les ères civilisées, plus le changement a brisé des choses? Tu sais, si on vient à l'exemple à la préhistoire, peut-être une des premières innovations qu'on peut réfléchir, c'est la roue ou le couteau. Quand on a commencé à tailler de la roche pour qu'on puisse couper des trucs, je pense pas qu'il y ait eu de brisure, que là, ça a juste été un simple avancement puis bénéfique pour tout le monde. Puis je pense pas que personne a dit « Moi, la roue, je mettrai pas ça parce que ça vaut pas la peine parce que je vais continuer à forcer comme un bœuf. » Mais plus les civilisations ont avancé, plus on a été sur nos positions. Peut-être, est-ce que l'habitude de ces civilisations-là est venue jouer un lien dans ce côté réfractaire-là au changement? Absolument. Parce que les gens tiennent à leur tradition. Ça fait partie de notre identité quand on fait partie d'une culture. Et cette innovation-là va souvent à l'encontre. C'est de changer ces choses-là. C'est la brisure, comme tu dis. Puis, dans les civilisations très anciennes, là, je ne parle pas nécessairement de la préhistoire ou des hommes des cavernes, où effectivement, il y avait peut-être une tendance, comment dire... C'était plus une nécessité d'innover rendu là. Effectivement, c'était plus une question de survie. Puis l'utilisation des outils va permettre à l'humain de dominer la nature qui l'entoure, de construire des habitations, chose qu'il ne faisait pas avant, donc de commencer à maîtriser son environnement. Mais... il y a des reculs dans le temps dans des civilisations très anciennes. Je pense notamment là, vers l'an moins 1200 avant Jésus-Christ. Il va y avoir un phénomène qu'on appelle les peuples de la mer. C'est des gens qui vont envahir l'est de la Méditerranée, qui vont bousculer beaucoup de choses, qui vont même faire disparaître des civilisations. Okay. Et ça va créer des histoires de légendes, comme Atlantide, par exemple, qui était possiblement une civilisation basée dans la mer Égée, donc en Grèce actuelle, qui aurait été ravagée par la guerre et par un tsunami. On voit aussi des endroits où est-ce qu'il y a une écriture, par exemple une écriture cuniforme, qui va disparaître pendant un certain nombre de centaines d'années pour réapparaître sous une autre forme par la suite et qui est due à des invasions, des mouvements comme ça qui vont faire en sorte qu'il y a des savoirs qui se perdent avec le temps. Si on revient un peu plus proche de nous aujourd'hui, on va avoir, par exemple, il y a plusieurs milliers d'années, la civilisation romaine qui va dominer le monde pendant plus de 1000 ans. Puis après, même la chute de Rome, il va y avoir l'Empire romain d'Orient qui va perdurer pendant un autre 1000 ans. C'est vraiment écrasant. Mais à la fin de la période romaine, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est les invasions qu'on va dire barbares. Donc, oui, finalement, le film de Denis Arcand. Le film de Denis Arcand arrive, Parfait. brise la civilisation romaine. Non, mais ce qu'on va appeler les barbares, en fait, Perses, les peuples Goths, entre autres, Ostrogoths, Wisigoths, les Francs également, qui vont déferler en Europe du Nord. Ils vont être poussés par d'autres civilisations, puis finalement vont envahir les cités de l'ouest de l'Europe, sous l'égide de la civilisation romaine. Il y a beaucoup de choses qui vont se perdre, notamment des pratiques hygiéniques, les bains publics, ce genre de choses-là, ça va complètement disparaître. Le système politique en place, qui était quand même basé sur une forme de démocratie à la base de la civilisation romaine, c'est la res publica, c'est la chose publique. Il y a le droit de vote et tout ça. Bon, pendant la période de l'Empire, c'est majoritairement disparu, mais ça va quand même rester les fondements de la politique romaine et ces choses-là vont disparaître. La façon d'organiser les armées en manipules, centuries, légions, tout ça, pendant le Moyen-Âge, tout ça prend le bord d'une certaine façon. D'ailleurs, juste le terme l'âge moyen, ça le dit, hein, c'est moyen, c'est pas très intéressant finalement. Mais en fait, le temps continue, mais effectivement, il va y avoir un recul. T'sais, on en parlait un peu plus tôt, l'innovation, c'est pas linéaire dans le temps et dans l'histoire. Et pendant quelque chose comme 1000 ans, on va avoir le haut puis le bas Moyen-Âge qui vont être une période dans laquelle les choses changent, mais pas très, très vite. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Bang! La Renaissance. Et là, tout se met à changer à une vitesse complètement folle. Et pourquoi la Renaissance? Finalement, c'est parce qu'on va redécouvrir des textes anciens. C'est à la prise de Constantinople en 1453. Des textes qui sont très vieux, là, Plutarque, Pline l'Ancien, Aristote, des choses qu'on avait complètement perdues avec les invasions barbares, justement, qu'on va retrouver, qui vont jeter une forme de lumière sur l'Europe. Et là, va émerger les arts, la philosophie, des œuvres qui vont traverser le temps, la musique, une façon de faire la guerre aussi, qui va toujours être un vecteur de changement.
Donc, on vit des hauts puis des bas comme ça, puis ces innovations-là, ou ces avancées ou ces reculs-là vont vraiment marquer le temps. C'est comme ça qu'on va faire l'histoire, littéralement. L'histoire, c'est ça, c'est l'histoire des changements. Puis les changements sont souvent dictés par des innovations qui ont pris trop de place. À ton avis, ça serait quoi, mis à part l'époque présente, on s'entend, là, l'époque dans le passé qui est la plus faste en innovation? Bien, c'est sûr que quand on va dans les civilisations de l'Antiquité, c'est toujours fascinant de voir des civilisations comme la civilisation romaine avoir une grande facilité d'adaptation, puis je dirais même d'absorption. Les Romains absorbaient ce qu'ils trouvaient de mieux dans les cultures voisines. On prenait une arme par-ci, on prenait la cotte de maille chez les Gaulois, on absorbait les dieux grecs, par exemple, les pratiques du Moyen-Orient. Jupiter vient de Zeus. Exact. Neptune vient de Poséidon, c'est un peu la même gamique, tout ça. Et ça leur a permis de s'adapter à un monde qui était très différent, finalement, à leur époque, et de dominer cet univers-là. Et souvent, ce qu'on va voir dans l'histoire, c'est que les civilisations qui ont su faire une place importante à l'innovation, au changement, ont su dominer leurs rivaux. Ils ont acquis en prestige, ils ont acquis en puissance, puis ça va leur permettre d'avoir une meilleure position sur la scène internationale, littéralement, là. Est-ce que c'est un peu ce qui explique à travers les époques les changements de domination? T'sais, on a eu Attila le 1 avec Vergingétorix, les Romains. Il y a eu des changements de pouvoir qui se sont faits à travers les années. Est-ce qu'à chaque fois que ces changements de pouvoir-là ont été faits sur la face planétaire, est-ce que c'était principalement dû parce qu'une société qui arrivait avait une façon différente de faire la guerre, avait innové sur les armes? Est-ce que ça a toujours été un lien avec ça? On pourrait le dire, oui, effectivement, parce qu'une des raisons qui explique, par exemple, pourquoi les Huns ont envahi l'Europe alors qu'il n'y avait aucune machine de guerre, il n'y avait pas de cité fortifiée, puis pourtant, ils ont déferlé sur l'Europe, ils ont créé des mouvements migratoires qui ont perduré dans le temps énormément, puis qui ont bousculé l'histoire de l'Europe, donc la nôtre, parce que c'est un peu nos ancêtres. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils ont su bousculer tout ça? Bien, c'est juste à cause d'une manière de faire la guerre, tout simplement. Une manière de faire la guerre qui était liée aux capacités d'archers extraordinaires qu'ils étaient, tout en chevauchant leur monture avec des étriers. Et ça, c'est quelque chose qui était pas connu à l'Europe et c'est une invention qui a l'air banale. L'étrier, c'est l'espèce de socle dans lequel on dépose le pied quand on est sur un cheval puis on chevauche un cheval. Plus de stabilité, honnêtement. Là. Fait que exactement. Tu peux te tenir plus. Fait qu'effectivement, comme archer, ça devient un avantage majeur au lieu d'avoir les deux pieds libres. Là. Exact. Tu peux carrément te lever debout. Puis lâcher la bride. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais n'existait pas dans l'Antiquité. L'étrier, ça n'existe pas. Tous les cavaliers de l'époque antique, en bataille et tout ça, n'ont pas d'étrier, sont assis sur leurs chevaux, avec une selle, ils tiennent la bride, puis les pieds sont dans le vide. Là. Donc, il y a un équilibre qui n'est pas là. Puis c'est les Huns qui ont apporté ça? Ben, les Huns vont être parmi ceux qui vont répandre cette technologie-là, qui ne sont pas nécessairement les inventeurs de ça, ou en tout cas, je ne sais pas exactement qui est l'inventeur de ça, mais ils vont la populariser, ça c'est certain, puis ils vont pouvoir dominer leurs armées rivales avec ce type de technologie-là qui est très simple, en fait. C'est drôle que, aujourd'hui, on parle de technologie, on parle de robotique, on parle d'intelligence. Mais à l'époque, une simple technologie comme un étrier en métal qui a été façonné est une technologie. Absolument, c'est une technologie. Qu'est-ce qu'une technologie? En fait, c'est un outil qui nous permet de produire plus, de faire mieux que ce qu'on faisait avant. Puis parmi les innovations qui vont révolutionner le monde, qui vont mener le monde vers la mondialisation qu'on vit actuellement, c'est souvent des innovations toutes simples, notamment des innovations qui sont liées au transport. Parce que le transport va permettre aux Européens de traverser l'Atlantique avec des nouveaux bateaux, des caravelles, entre autres, qui va vraiment être une révolution là, au 14e et au 15e siècle, avec des outils de navigation également comme l'astrolabe ou les cartes marines ou la boussole, par exemple. C'est ça qui va permettre aux Européens de prendre contact avec les peuples d'Amérique, qui sont déjà des civilisations avancées, mais qui vont se faire complètement outrepasser par l'arrivée des Européens parce que le gap technologique entre les deux, il est tellement grand, ça crée un choc. Et qu'est-ce que ça va provoquer par la suite? Bien, le colonialisme qui va permettre à l'Europe de dominer le monde. Tantôt, tu nous parlais souvent quand il y a une dominance qui prend une place, il y a des choses qu'on oublie, qui disparaissent. Tu sais, un exemple dans le cas du transport, tu sais, les Vikings, ça a été documenté, ont été capables de venir en Amérique par le passé. Ouais. Tu sais,
il y a eu un gap entre les Vikings et les caravelles de l'Europe, nécessairement. Est-ce que c'est justement dû à une perte de technologie, une perte d'historique à ce moment-là qui a effacé un peu cette possibilité-là jusqu'à temps qu'on la retrouve pour pouvoir potentiellement revenir en Amérique? Des fois, c'est la situation des peuples en particulier qui va faire en sorte qu'ils ont une technologie dont ils disposent, mais ils ne peuvent pas nécessairement l'utiliser parce qu'ils vivent des problèmes sociaux, il y a une famine, il y a une éradication de la population à cause des guerres. Et les Vikings, ce qui faisait leur différence, c'était que, premièrement, c'était d'excellents navigateurs. Les Vikings, on parle de l'an 800, l'an 1000 à peu près, là, pour situer ceux qui nous écoutent. Donc, ça va être la grande période viking, les grandes invasions de l'Europe par les Vikings. Et ce qui va leur permettre d'aller plus à l'ouest, c'est les instruments de navigation qui vont leur permettre de savoir où ils sont par rapport au soleil. En calculant l'angle, où est-ce qu'ils sont par rapport au soleil, c'est un peu l'ancêtre de l'astrolabe que va utiliser des gens comme Samuel de Champlain, par exemple. Et donc, c'est ça qui va... Parce qu'autrefois, quand on naviguait, on ne s'éloignait jamais vraiment des côtes. Ou on naviguait dans des mers comme la mer Méditerranée, qui est un peu fermée. Puis il y avait la peur de la terre plate. Là. À l'époque, on se rappellera que les Vikings, il y avait la terre plate, le Valhalla qui était au bout. Fait qu'il y avait cette crainte-là de ne pas aller trop loin pour ne pas se rendre au point de non-retour qu'il y avait, eux, dans leur tête. Fait que probablement que l'innovation aussi d'accepter d'aller plus loin, ou du moins de dépasser cette crainte-là, c'est justement qu'on va se rendre compte que la Terre est ronde. Parce que oui, là, je l'annonce à tout le monde officiellement, là, c'est sûr. La Terre est ronde. Les flat earthists, c'est pas vrai. Donc, tu sais, est-ce que justement, cette approche scientifique-là que l'Europe a amenée a changé aussi beaucoup de choses? Là? Bien, absolument. Parce que, dans le fond, pour faire une histoire courte, là, ce qu'ils vont faire, c'est les Vikings, c'est qu'ils vont essentiellement peupler ce qui est aujourd'hui l'Islande. Puis ils vont continuer vers l'ouest, vers le Groenland. Et il va y avoir des civilisations là, dans le temps de 800, l'an 1000. Il va y en avoir aussi à Gaspésie, ils vont intégrer l'Amérique du Nord et ils vont soudainement disparaître. Encore aujourd'hui, c'est un mystère de pourquoi un tel recul finalement. Et en fait, on l'ignore encore aujourd'hui. Okay. On pense qu'il y a eu toutes sortes de problèmes internes, peut-être des mauvaises relations avec les Autochtones en place parce que les Autochtones étaient quand même très présents sur le territoire et donc ne pas être amis avec eux, ça voulait dire c'est vraiment se condamner d'une certaine façon. Donc, il s'est passé quelque chose. Mais après ça, effectivement, quand les Européens sont arrivés avec leur technologie, ça a provoqué un choc. Certains s'en sont servis, d'autres l'ont combattu. C'est ceux qui l'ont accepté, les Premières Nations qui ont accepté les technologies, qui ont voulu les intégrer dans leur culture, qui ont le mieux perduré, pourrait-on dire, avec le temps. Pas toujours de la bonne façon, pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est sûr que ça a créé, ça a bousculé. Là, je donne juste un exemple. Et quand les conquistadors arrivent, dans les années 1490, avec Hernán Cortés et tout ça, ils arrivent en Amérique centrale. Et là, ils arrivent avec une panoplie de technologies jamais vues qui va vraiment comme être un peu stressant, socialement parlant, pour les Aztèques, par exemple. Et premièrement, ils vont arriver avec des chevaux. Il n'y a pas de chevaux en Amérique à l'époque. Ça n'existe pas. Donc, juste ça, c'est quoi cette bébite-là? OK, les Mustangs ne sont pas encore là. Non, c'est ça. Donc, juste qu'est-ce que cette créature étrange-là? Il y en avait autrefois en Amérique, mais sont disparus du temps des Aztèques. Donc, déjà, des Européens qui sont sur des chevaux, ça sort tout droit d'un rêve, rêve fantastique. C'est une vision d'enfer, là. Exact. Ils arrivent ensuite avec des armures en fer. Les Aztèques connaissent les métaux parce qu'ils font des bijoux, notamment des bijoux avec de l'or, des choses comme ça. Et c'est ça que les conquistadors viennent chercher. Hein? Mais jamais de cette ampleur-là. Puis la troisième chose, c'est les armes à feu. La poudre noire, tout ça, ça va être comme... Pour eux, c'est comme l'éclair. C'est comme... Ils vont arriver sur des chevaux avec leurs armures, avec ces armes à feu-là. Ça va créer une espèce de traumatisme. On appelle ça le choc des civilisations. Aujourd'hui, c'est une théorie qui a été développée là, par Samuel Huntington dans les années 80. Et donc, ça va vraiment créer une espèce de traumatisme social qui va faire en sorte qu'avec très, très, très peu de gens, une poignée de personnes, une expédition comme celle d'Hernán Cortés va réussir à presque exterminer une civilisation entière, qui est celle des Aztèques. Et pourtant, les odds n'étaient vraiment pas en sa faveur. Là. Il arrive ça en infériorité numérique, mais vu qu'il y a plusieurs technologies, puis l'effet aussi que ces technologies ont sur le mental, sur la vision que les Aztèques ont à ce moment-là, a probablement joué aussi, honnêtement, juste de voir quelqu'un qui arrive. Tu l'as dit, là, c'était les bâtons du tonnerre, puis là, cette crainte-là que ça a justifié à ce moment-là était un clash énorme pour les Aztèques. Écoute, on va s'arrêter quelques instants. On a parlé des périodes plus loin. Je veux qu'on rentre dans la Renaissance, les changements qui ont amené un peu à la civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Puis après, je veux aussi regarder ce qui s'en vient dans l'innovation avec l'histoire. Fait qu'on s'arrête quelques instants, on prend une gorgée d'eau, puis on vous revient. Un gros merci.
On est avec Samuel Venière, historien. Merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui, Samuel. C'est ultra intéressant de voir tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Déjà, moi, j'aime l'histoire énormément, de le coller à ma deuxième passion, qui est l'innovation. Je trouve ça spectaculaire. On a parlé de plusieurs époques. On a parlé de la poudre noire, des fameux bâtons de tonnerre à l'époque des Mayas. J'aimerais ça qu'on rentre dans le sujet à travers les temps, il y a des innovations qui, aujourd'hui, on le sent encore, qui ont changé nos vies encore à ce jour. Oui. À quel point des innovations peuvent perdurer? Il y en a des exemples de ça dans la vie. Mais quand ils ont des effets positifs sur la société, puis nous, dans nos vies à nous, en tant qu'êtres humains, ce qui nous influence le plus parmi l'innovation, c'est pas nécessairement les innovations qui vont changer la grande histoire politique, la guerre, tout ça. Oui, quand on est un combattant, ça nous affecte directement, mais moi, je trouve que les innovations qui vont le plus marquer nos vies d'êtres humains, c'est celles qui sont entre autres liées à la médecine. Clairement, oui. Dans l'histoire de la médecine, il y a des innovations dont on bénéficie encore aujourd'hui, mais qui n'existaient pas avant. Puis juste de penser ça, c'est complètement fou. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'anesthésie. Ça a l'air drôle comme ça, mais... Je suis même pas capable d'imaginer. C'est ça. J'ai eu quelques opérations dans ma vie. Je me suis fait enlever, entre autres, la vésicule biliaire, puis j'imagine pas sans anesthésie. Ben non, c'est sûr et certain. Et quand on pense qu'autrefois, les chirurgies, jusqu'au milieu du 19e siècle, hein, ça fait pas si longtemps que ça, mais les chirurgies étaient faites à froid. C'est terrible, là. C'est vraiment du matériel de cauchemar. Là. Ah non, mais c'est quoi? C'est une strap de cuir, puis un bâton de bois, puis mort fort? Exact. Puis une shot d'alcool fort, limite de l'opium, c'est ce qu'on peut utiliser pour faire perdre la carte le plus possible, des grandes quantités d'opium aux patients, mais il faut que tu aies l'argent de te payer ça nécessairement. Mais c'est un peu l'ancêtre de l'anesthésie, justement. C'est l'ancêtre de l'anesthésie. Surconsommation d'opium pour justement complètement endormir le patient qui perd la carte. Est-ce qu'on sait qui a inventé l'anesthésie? Oui, mais il y a eu plusieurs étapes à travers ces inventions-là. C'est-à-dire que à la base, c'est ça, on travaillait avec de l'alcool, tout simplement. Fait que, tu sais, c'est pas super avantageux parce que l'alcool a le désavantage de faire aller le sang plus vite dans les veines. Quand t'ouvres, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Non, tu exactement. veux contrôler le tout. Là, exactement. Fait que, tu sais, une shot suffit, mais il faut pas que tu vides la bouteille. Mais après ça, en 1844, il y a quelque chose qui va se dérouler. Puis c'est un dentiste qui s'appelle Horace Wells qui, lui, va faire la première expérience sous anesthésie. Et c'est pas un médecin. C'est un dentiste. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans une fête foraine et il va voir un forain utiliser du gaz hilarant sur un patient et dire que son gaz va amener la personne dans des effluves paradisiaques, dans des mondes parallèles qui lui font vivre des rêves incroyables. Wells va trouver ça super intéressant. Puis le lendemain, il va procéder à un arrachage de dents en utilisant le gaz hilarant. Et ça va plutôt bien fonctionner. Il va faire la première opération, pourrait-on dire, sous anesthésie. OK. Donc, c'est pas la fin de l'histoire. La première anesthésie, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on s'est assuré que le patient soit mort de rire pour éviter la douleur. Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement. Wow. OK. Donc, on a un peu distrait son esprit, disons, parce qu'on le sait aujourd'hui, on peut avoir une bonne maîtrise de notre corps et de notre douleur quand on se mine, mais c'est un peu ça. C'est distraire l'esprit pour moins qu'il soit concentré sur la douleur qu'il est en train de ressentir. Mais par la suite, en 1847, on va voir apparaître l'éther, le chloroforme. L'éther, c'est ce qu'on voit souvent dans les films. Là. On en met sur un mouchoir, puis la personne s'endort. En vérité, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut des bonnes quantités. Là. Il suffit pas de quelques gouttes. C'est pas juste un petit mouchoir plein d'éther. Là, ça. Non, exactement. Mais ça a permis vraiment d'endormir les gens. Et puis là, c'est vraiment la naissance de l'anesthésie. Le problème, c'est qu'au départ, on avait de la misère avec le dosage. Il y a des personnes qui pouvaient se réveiller soit en pleine chirurgie, donc déjà mauvaise surprise, ou soit se réveiller tout simplement pas. Donc, OK. Le juste milieu, ça serait pas pire. Exactement. Ça a été une longue quête quand même dans l'histoire de la médecine. Mais à partir de la milieu du 19e siècle, comme ça, ça commence à se raffiner. Puis depuis cette période-là, on peut vivre nos chirurgies sous anesthésie. Mais tu sais, tu l'as dit tantôt, c'est anodin. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il ait une idée de tenter d'endormir ou de changer l'esprit. Mais c'est de voir à quel point ce chemin-là a fait qu'aujourd'hui, c'est inenvisageable de réfléchir ou de penser une chirurgie sans anesthésie. Mais à l'époque, pour eux, c'était la nature. Tu savais qu'il fallait que tu ailles te faire ouvrir le bras parce qu'il était cassé. Tu savais que tu allais avoir mal plus. C'est spécial à quel point ce chemin-là, cette graine-là d'innovation fait son chemin de différentes façons. Puis c'est probablement dans la médecine qu'on le ressent le plus. Probablement à travers les époques, je pense que c'est... Peut-être, tu me corrigeras, je me trompe, mais les innovations qui, aujourd'hui, sont le plus marquantes sont probablement souvent liées à la médecine?
Ben, moi, je trouve que oui, là, effectivement, parce que notre santé, notre vie à nous est directement reliée à notre qualité de vie. Puis la médecine a une grosse influence sur notamment notre espérance de vie. Si on fait un bref récapitulatif à travers l'histoire, l'espérance de vie, elle n'a pas toujours été aussi élevée. En fait, elle n'a jamais été aussi élevée qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est grâce notamment aux découvertes qui ont été faites en médecine, puis aussi une meilleure hygiène, puis une alimentation plus riche qu'autrefois. Mais si on retourne grandement en arrière, par exemple au Moyen Âge, l'espérance de vie elle est quand même assez bonne. Les gens mangent pas mal de protéines, de calories au Moyen Âge, parce que c'est un monde essentiellement rural. Donc, tu manges, qu'est-ce que tu fais pousser? L'espérance de vie au Moyen Âge, c'est d'environ 45 ans. C'est vraiment pas si mal. Dans les années 1750, ça va baisser autour de 30 ans. Donc, ça drop pas mal. Donc, substantiellement, à part ça. Là. C'est surtout à cause d'une importante mortalité infantile. À l'époque, il y a à peu près un enfant sur deux qui ne se rend pas jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, mettons que ça fait pas mal baisser la moyenne d'âge. Là. Mais normalement, après, une fois que tu avais passé le cap de 10 ans, c'était pas si mal. Les années 1810, ça va remonter environ à 37 ans, notamment grâce à l'apparition de vaccins contre la variole, qui était vraiment la maladie de l'époque. Et la variole, qui est d'ailleurs le seul virus aujourd'hui qui est entièrement disparu. D'autres virus comme la peste, par exemple, qui sont aujourd'hui, on pense au Moyen Âge quand on pense à la peste, mais ça existe encore. La variole, ça n'existe plus. Et ça, c'est vraiment à cause des vaccins. C'est le seul virus qui a été totalement éradiqué. Exactement. Les autres sont soit en dormance, soit trop minimes pour être vraiment des phénomènes importants, pour que ça soit un danger pour nous aujourd'hui, mais ils sont assez bien maîtrisés. OK. Donc ça, c'est une autre innovation importante. Les vaccins, ça vient du principe de l'inoculation, qui est le fait de s'injecter sous la peau des matières infectées. Au début, ça avait l'air complètement fou. Ça a donné ses preuves. Ça a amené aussi les innovations dans les parties de hippies, les inoculations. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre type d'innovation qui est peut-être moins bonne un peu. Est-ce de l'innovation? On pourrait en discuter. Mais je pense que, bizarrement, oui, quand même. Ça a été innovant de découvrir les opiacés, la drogue. Il y a eu ce côté-là ludique que ça a amené. Est-ce que c'est une bonne innovation? Peut-être pas. Mais je pense que ça a été un changement qui a été apporté dans l'art de se divertir. L'expérience humaine, elle n'est pas toujours bonne ou mauvaise. Ça, c'est notre interprétation à nous. Mais moi, j'étais un peu de ton école de pensée, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que cette expérience-là, elle est bonne au final parce qu'on sait aujourd'hui, patron, quoi éviter. Quoi ne pas faire. Quoi ne pas faire. Mais ça, il a bien fallu qu'une couple de cobayes le fasse. Et ça, finalement, on y gagne tous avec le temps de ce genre d'expérience-là. Fait que, tu vois, l'espérance de vie, elle a quand même changé avec le temps, peut-être moins dans ces années-là. Mais par exemple, au début du 20e siècle, ça va remonter à 45 ans, aux alentours de 1900. Puis c'est notamment à cause de la mortalité infantile qui va drastiquement diminuer. On parle d'environ 15 % qui vont mourir en bas âge à l'époque, par rapport à 5 % en 1950, 0,4 % de nos jours. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on a réglé avec le temps. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des antibiotiques et les efforts pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, les cancers, on va faire monter le niveau de vie à 60 ans. Puis aujourd'hui, finalement, avec l'avancée des choses, ça se passe assez bien. On est autour de 81 ans pour les hommes. Au Québec, c'est pas mal ça la moyenne. D'ailleurs, c'est la moyenne la plus élevée du Canada pour les hommes au Québec. Donc, c'est un bon coup pour nous autres. On paye plus d'impôts, mais on vit plus longtemps. Il faut croire qu'on n'est pas si malheureux que ça ici au Québec. Mais, tu as dit un point intéressant après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que c'est documenté qu'il y a eu des gros changements après les guerres? T'sais, les grandes guerres, on a eu les guerres mondiales, il y a eu des changements drastiques. Ceux-là sont plus près de nous. À travers les époques, est-ce que c'est souvent des moments dans l'histoire qu'on voit des gros changements? Bien, souvent, il y a une meilleure qualité de vie après les guerres, parce que les guerres vont être souvent des vecteurs de maladies qui vont se développer dans les tranchées. Je pense à la grippe espagnole qui s'est vraiment développée dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, puis qu'une fois ramenée à la maison, ben ça n'a pas super bien été. Fait que la guerre, ça va souvent, puis en plus, ben, à cause du nombre de morts, ça va réduire l'espérance de vie, statistiquement parlant, parce que les gens meurent davantage, disons. Mais une fois de retour à la maison, souvent les technologies qui ont été mises en place pendant la guerre... L'effort de guerre qui a été fait technologiquement, c'est là qu'on peut documenter peut-être des changements majeurs à ce moment-là. Absolument. Puis ces innovations-là qui ont eu lieu dans un cadre militaire, au final, ils vont avoir une application dans la vie civile. Il va y avoir une forme de contribution à la société, finalement, qui est faite avec ces technologies-là. Je pense au micro-ondes, par exemple, qui a été développé pendant la guerre. Je ne me souviens plus laquelle, mais aujourd'hui, ça fait partie du quotidien de tout le monde. Là. Tout le monde a un micro-ondes à la maison, puis une chance d'ailleurs. Là. Oui, bien, ça a c'est changé très pratique. la vie.
Ben, c'est sûr. Tout ce qui concerne notre alimentation, notre santé, notre hygiène, nous, c'est des game changers là, pour les gens. C'est ça qui change nos vies au quotidien. C'est pas nécessairement, justement, les grandes innovations. Tantôt, on parlait de l'anesthésie. Tu sais, quand on pense, toi, mettons que tu nommes-moi une invention qui a révolutionné le monde, tu ne penserais pas nécessairement à l'anesthésie. Peut-être le cellulaire avant, mettons, dans ma vie de tous les jours, le cellulaire, des choses comme ça. Mais effectivement, les communications. Ça dicte. Les grands changements de société améliorent la vie de tous. Mais on prend souvent plus conscience de l'innovation quand ça vient dicter directement notre vie ou ça change directement quelque chose dans notre quotidien, honnêtement. Je pense que c'est plus comme ça qu'on le voit ou qu'on le ressent. C'est sûr, c'est sûr. Nous, dans notre vie au quotidien, il y a des choses qui ont des impacts. Puis ça se mesure notamment avec l'espérance de vie, avec la santé, avec... Est-ce que les sociétés plus riches innovent plus? C'est une bonne question. Est-ce que les sociétés plus riches innovent plus? Je pense que la tendance qu'on a eu tendance à voir à travers le temps, c'est que les sociétés qui font plus de place au changement, qui ont plus de facilité à faire place au changement, gagnent en puissance. Mais ça, c'est pas nécessairement la richesse monétaire. Des fois, c'est tout simplement l'influence. Ou encore les avantages technologiques qui vont permettre à une culture musicale, par exemple, ou cinématographique, d'envahir le monde, littéralement. Je pense à la culture américaine des années 50, 60, qui a littéralement envahi le monde. Puis, quand on écoutait un film, qu'est-ce qu'on voulait écouter? C'était un film d'Hollywood. Hollywood, c'était la référence. Ouais. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, justement, les États-Unis, qui sont un peu les grands gagnants de ces deux conflits-là mondiaux, hein, suite au la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont beaucoup gagné aussi, notamment en prestige. Ça se calcule mal en chiffres et en argent, mais le prestige sur la scène internationale pour un pays, ça va faire énormément de choses. On va avoir une place lors des négociations internationales importantes, tout ça. Puis donc, ça change l'histoire. Porte plus aussi, je pense. Oui, notre voix porte plus, effectivement. Mais c'est ça, effectivement. Quand on parle de la puissance d'une civilisation, d'une culture, c'est pas nécessairement tout le temps en argent. Des fois, c'est par le rayonnement de cette culture-là, la place qu'elle prend dans le monde. Puis la culture américaine prend une place énorme quand on pense à la musique, par exemple, aux artistes qui vont pouvoir un peu envahir le marché international, alors que nous, par exemple, ici au Québec, c'est très difficile quand on veut percer un marché puis devenir un artiste qui va vraiment réussir à vivre de ça. Bien, il y a soit faut parler en anglais pour attaquer le marché américain ou canadien, soit essayer d'aller en France, mais sinon, c'est assez restreint. C'est tough, c'est un peu plus tough. J'ai hâte de voir, on a parlé d'anesthésie, on a parlé d'hygiène à travers les époques. Y a-t-il d'autres grandes innovations qu'aujourd'hui, on en ressent encore les effets? Bien, moi, je dirais dans le transport. Puis, tantôt, on parlait un peu de l'invention de la caravelle, qui étaient des navires transatlantiques qui se maintenaient mieux, les instruments de navigation qui ont permis d'établir des systèmes de communication à l'international, puis d'initier une forme de mondialisation dans laquelle on est encore actuellement. Puis ça débute il y a environ 500 ans avec les grands explorateurs comme Christophe Colomb, par exemple, qui était... 1492. C'est ça, exactement. Yes, sir. 1 point pour toi. Christophe Colomb, on prononce son nom à la française, mais c'était pas du tout un Français, c'était un Italien. Là. C'est un gars qui est issu de la Renaissance italienne à quelque part, qui est en train de vivre ça. Tu sais, quand on dit que c'était central à l'époque, ça fait aussi partie de... Tout est lié en histoire comme ça. Et le système de mondialisation va faire en sorte que très rapidement, le monde va communiquer. Et ça, c'est quelque chose qui ne se passait pas avant. Le transport, la communication, c'est des grandes révolutions. Ça va créer aussi des conflits. Et l'écart technologique entre les civilisations va faire en sorte que parfois, il est tellement grand qu'une civilisation peut dominer une autre relativement facilement. On a parlé un peu plus tôt, mais il y a un autre exemple qui me vient en tête là, spontanément. Une guerre qui est peut-être moins connue aujourd'hui, la guerre de l'opium, okay. qui va avoir lieu entre 1840 et 1860 et qui va opposer la Chine à la Grande-Bretagne. Et ce qui va se passer à l'époque, c'est que il y a un système international de commercial qui est mis en place, qui est permis par la marine britannique, qui est très, très présente chez les Britanniques et qui va leur permettre de devenir très riches. Et les Britanniques font le commerce de l'opium qu'ils prennent en Inde et viennent le vendre en Chine à fort prix et ils vont racheter du thé, qui est très populaire à Londres. Encore à ce jour. Effectivement, c'est la boisson nationale, ni plus ni moins, des Britanniques, après la bière, bien entendu. Mais ça ne plaira pas aux Chinois, notamment au gouvernement chinois, parce que l'opium va dévaster les populations. Les gens tombent malades, dépensent tout leur argent là-dedans. Il y a une espèce de fuite monétaire qui va se faire. Donc, ils vont se mettre à interdire la vente d'opium en Chine dans ces années 1840. Et ça ne plaît pas à la Grande-Bretagne,
qu'est-ce qu'ils font? Ils leur déclarent la guerre pour les forcer à ouvrir le commerce. Et ils vont le faire par 2 fois. Et les 2 fois, les Britanniques vont gagner la guerre. Et où est-ce qu'ils vont combattre? Ils vont combattre littéralement en Chine. C'est les avancées technologiques de la marine britannique qui va permettre de dominer la Chine à ce moment-là et les forcer à ouvrir le commerce à l'opium qui provoquait des problèmes sociaux très importants. Ils n'auront pas le choix, finalement, de le faire à cause qu'ils n'ont pas les technologies militaires suffisantes pour se battre contre la Grande-Bretagne. Ils vont perdre sur leur propre terrain, alors que la Grande-Bretagne se bat à l'autre bout du monde. T'sais, l'écart technologique est tellement important. Après, ça va créer des révolutions, notamment, je pense, dans les années 1910, la révolution des boxeurs, qui vont littéralement changer le pouvoir en place pour avoir une plus grande ouverture à ces technologies-là. Parce qu'il y a un retard technologique important qui fait en sorte qu'on vit de l'humiliation sociale, civilisationnelle presque. Et donc là, il faut faire un bond en avant. Donc, c'est des exemples comme ça qui vont faire en sorte que les vecteurs technologiques sont parfois tellement grands qu'une civilisation peut en dominer une autre. Puis là, c'est pas juste dans le temps de l'Antiquité, c'est il y a 150 ans. Là. Tu sais, c'est pas si longtemps. Ça me fascine à quel point tout a été dicté par... Plus je t'entends parler, plus c'est ça que ça me dit. L'innovation a toujours interagi à différents niveaux à travers les différentes époques. Là, je te pose une question piège, puis je le sais que c'est une question piège. Selon toi, quelle est la plus grande innovation de l'histoire de l'humanité? Bien, la plus grande innovation, j'aurais tendance à dire les techniques de navigation. Parce que c'est ça qui a connecté les continents ensemble. Puis aujourd'hui, quand on vit dans le monde dans lequel on vit, c'est encore ça. C'est un monde de l'information, c'est un monde de la communication. Aujourd'hui, quand on parle de l'ère actuelle, on parle de l'ère de l'information. T'sais, on parlait de la Renaissance, du Moyen Âge, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on appelle la période dans laquelle on se trouve. Et ça débute avec ça, on en a beaucoup parlé. Mais avec ça est lié un commerce international. Encore aujourd'hui, c'est quelque chose c'est intimement lié à ça. Prendre n'importe quel objet autour de toi puis regarde en dessous, c'est fait en Chine. Mais ce ne serait pas possible sans ces liens-là qui ont commencé avec les technologies de navigation. Et à quelque part, c'est pas juste l'innovation, c'est aussi de mettre les peuples en relation. En relation, exactement. Puisque avec ça, il y a aussi une forme de curiosité intellectuelle, une curiosité culturelle qui fait en sorte que il y a une mixité, il y a un échange culturel. Et ça, moi, je trouve que ça enrichit beaucoup les cultures de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis un peu de voir le beau là-dedans. Et même à l'époque, il y a 200-300 ans, il y avait... comment on appelait ça? C'est très drôle parce que quand moi je dis à l'époque, c'est genre en 1990 quand j'étais jeune. Ça, c'est il y a 200-300 ans. Exactement. Il va y avoir des folies autour de fascination, notamment pour la civilisation égyptienne. Au 19e siècle, les Britanniques, il va y avoir une forme d'égyptomanie. On va triper sur l'Égypte ancienne. On va faire... les momies. Il y a eu beaucoup d'expéditions pour ouvrir les sarcophages, les pyramides, des excursions. Ça a été comme une espèce... Est-ce que c'est typique, ça? Est-ce que ça a été, justement, par moment, il y a eu une fascination pour une époque puis des choses comme ça? Est-ce que c'est documenté? Absolument. Oui, c'est documenté. Là. Effectivement, cette égyptomanie-là, c'est un mouvement très fort là, à la fin du 19e siècle. Et ça va créer des cabinets de curiosité. Hein. Les gens vont ouvrir leurs petits, qui sont l'ancêtre des musées. Les gens vont ouvrir leur petit cabinet à la maison, inviter les gens à tenir salon à la maison, montrer ça, parler d'histoire. Donc, les cabinets de curiosité, c'est un peu les ancêtres des musées. Moi, c'est pile dans mon domaine. Je suis historien dans un musée. Donc, pour nous, c'est un peu dans la continuité de tout ça. Alors oui, absolument, là, c'est marquant. Samuel, on s'arrête. On a parlé du passé, on a parlé de ce qui s'est rapproché, qu'on a vu des changements dans la vie de tous les jours. Je veux qu'on prenne encore un peu de temps avec toi parce que tant qu'à t'avoir, je vais en abuser. Où s'en va l'histoire? Puis comment l'innovation se joint maintenant à l'histoire? Comment on utilise l'innovation d'aujourd'hui pour mettre en valeur l'histoire passée puis l'histoire de demain? Fait qu'on s'arrête quelques instants pour regarder ça ensemble. Honnêtement, c'est la première fois de toute la saison que je fais 3 blocs. OK. Ça te donne une idée à quel point, je pense qu'on aurait pu en parler encore pendant des heures. Je vais réfléchir à de quoi, mais c'est sûr qu'on te réinvite. Samuel, c'est trop intéressant. Samuel Venière, qui est historien, qui travaille aussi au musée naval, c'est ça? Le musée de la réserve navale, c'est ça? Le musée naval de Québec. On est le musée officiel de la réserve navale du Canada, qui est un peu le corps de soutien à la Marine royale canadienne. OK. Puis je sais que vous avez une grosse année qui s'en vient. Tu veux-tu en parler un peu? Je pense que ça peut être absolument. Dans le fond, nous, au musée naval, c'est ça, on fait l'histoire de la réserve navale qui a été créée en 1923. Donc, en 2023, ça va être le centenaire de la réserve navale. Et ça couvre tout le Canada parce qu'il y a 24 divisions de la réserve navale à travers tout le Canada.
Qui sont ces gens-là? C'est intéressant d'en parler. Les réservistes navals, c'est des citoyens comme toi puis moi qui ont une vie civile, mais qui font un service militaire à temps partiel. C'est comme des marins citoyens, finalement. Qui peuvent être juste appelés sur le câble. Là. Ce sont sur le câble, eux autres, il y a de quoi on a besoin des réservistes. Les réservistes changent de carrière, embarquent sur une carrière militaire le temps qu'ils ont besoin d'eux, puis retournent dans leur vie. Tout à fait. Ils ont cette flexibilité-là. Puis leur objectif à eux, c'est deux choses. C'est de garder du personnel qui est formé même en temps de paix, parce qu'il n'est pas question de commencer à former du personnel naval dans la marine canadienne, par exemple, quand la guerre est déclarée. Je veux dire, il n'est pas question de ne pas être prêt. Les réservistes navals nous protègent un peu contre cette... Ils nous donnent cette c'est les ancêtres des crises de recrutement. Là. Oui, on pourrait dire ça. La crise de la main-d'œuvre, eux autres, ils ont compris depuis longtemps que ça n'en prenait pas. Là. Effectivement. Puis leur deuxième rôle, c'est de représenter la marine au sein de la population, parce que le Canada, on est beaucoup un peuple, comment on pourrait dire, on est une nation terrestre. On a beaucoup œuvré dans l'armée de terre, la milice canadienne, en Nouvelle-France et tout ça, pendant la guerre de 1812, etc. Puis on s'est intéressé à la marine juste très, très, très tardivement. Donc, depuis du 20e siècle seulement, ça fait quelque chose comme une centaine d'années. Donc, il y a encore une grosse conscientisation à faire, à savoir pourquoi c'est important d'avoir une marine, même une marine de guerre aujourd'hui. Parce qu'on le sait peu aujourd'hui, mais le Canada, c'est le pays qui a le plus grand kilométrage de côte au monde. C'est le Canada qui l'a. On pense aujourd'hui que c'est la Russie parce que c'est le plus grand pays. Mais à cause de la fragmentation des îles et des territoires, notamment au nord, dont le Canada dispose, on est le peuple qui a le plus de côtes. Donc, c'est important qu'on ait une marine à quelque part. De défendre nos côtes et de conserver nos côtes. Là. Effectivement. Puis, c'est des gens qui ont eu un rôle super important pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres, dans les batailles épiques contre les sous-marins allemands. Ils ont une grande histoire que le public gagne à découvrir. Puis nous, c'est ça notre travail. Alors, en 2023, il va y avoir toutes sortes de belles choses, notamment ici dans la ville de Québec, où il y a une base navale, on l'ignore aujourd'hui, mais à la Pointe-à-Carcy, au Vieux-Port de Québec, c'est une base militaire active. C'est le complexe naval de la Pointe-à-Carcy, où est le quartier général de la réserve navale, le musée naval. Il y a une unité de réserve, c'est l'unité de Québec qui s'appelle le NCSM Montcalm. C'est une unité francophone. NCSM, ça veut dire Navire canadien de Sa Majesté. Ça vient de la tradition britannique, ça, dans la plus pure tradition britannique. T'sais. Parce qu'encore tous les navires ont le fameux NCSM au début. Exactement. Ça, ils vont le conserver. Écoute, on suivra ça avec intérêt, voir qu'est-ce qui se passe pour le musée. Ça sera super le fun. Comment l'histoire qu'on connaît aujourd'hui est dictée? Comment on dicte l'innovation? Comment aujourd'hui, cet alliage-là d'innovation et d'histoire se sent encore plus présente? Je pense que aujourd'hui, pour mieux apprendre l'histoire, je pense notamment aux jeunes, il y a des façons de faire peut-être pour présenter l'histoire autrement, puis innover dans la façon qu'on présente l'histoire, dans la façon qu'on apprend l'histoire à l'école. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, c'est les livres, c'est magistral, puis c'était très classique et tout ça. Ben, c'est encore beaucoup ça, puis je pense qu'on ne doit pas perdre ça. Il y a quelque chose, une personne qui nous parle en face de nous, c'est important. Mais après ça, il y a une façon d'intéresser les gens à l'histoire. Puis c'est pas juste les jeunes, c'est les gens comme toi puis moi qui peuvent se dire très bien, l'histoire, c'est des vieilles affaires, c'est un peu plate. Mais en amenant l'histoire autrement, je pense notamment aux technologies, puis aux technologies éducatives qui peuvent permettre aujourd'hui de voir l'histoire autrement, puis même être en immersion dans l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de caméra qui nous montre de quoi ça avait l'air les Vikings, de quoi ça avait l'air le Moyen-Âge et tout ça. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est recréer des environnements virtuels, immersifs, qui sont faits à la fine pointe de la technologie et qui nous permettent de plonger dans l'histoire. Et cette immersion-là peut nous permettre de mieux comprendre l'histoire à toutes sortes de niveaux, au niveau expérimentiel, en se mettant dans la peau des personnages d'autrefois, puis de permettre de mieux comprendre comment nos ancêtres vivaient à travers ces technologies-là. Est-ce qu'il y a une part de... Tu sais, c'est difficile, tu l'as dit, il n'y avait pas de caméra à l'époque, on ne pouvait pas savoir exactement de quoi... Tu sais, ça a été documenté, il y a des livres, il y a des récits. À quel point il y a une part de subjectivité dans l'histoire, quand on raconte l'histoire, quand on veut essayer... Exemple, nous, on fait du 3D chez Lanterne Digitale. Tu me dis, OK, parfait, moi, je veux reproduire un village antique viking. On a eu des fouilles archéologiques, mais ça a tout été extrapolé. À quel point on est en mesure d'arriver avec une idée réelle de ce que ça avait l'air à l'époque? Bien, c'est sûr que l'histoire, on se leurra pas, là, l'histoire, elle est subjective. Quand un historien comme moi parle de sujets, je ne parlerai pas de tous les sujets. Je vais parler de ceux qui m'intéressent, ceux qui m'interpellent. Après, l'interprétation que je vais en donner, c'est de ma vision à moi, de ce que j'en comprends de l'histoire et tout ça. Donc, l'histoire, elle est toujours biaisée. On s'en sortira jamais. Même si on vise la neutralité, il faut l'accepter. L'histoire, elle est biaisée.
Et c'est normal. Une personne qui peut avoir une bonne compréhension doit la donner parce que si elle est proche de... Si elle peut se permettre de se rapprocher de la vérité comme ça, ben on va tous en bénéficier. Après ça, quand c'est le temps de reproduire un village viking d'autrefois, ben, ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas travailler en vase clos. On va travailler en collégialité avec d'autres spécialistes, notamment, je pense, à des archéologues. Parce que quand on va recréer un site ancien, ben, la première chose qu'on va chercher à voir, c'est s'il y a des fouilles qui ont été faites sur le site et qui peuvent cibler, par exemple, où sont les fondations des bâtiments. Puis si tu veux recréer un modèle 3D de cette ville-là, ben, tu vas bâtir là-dessus. Alors, on va travailler en collégialité comme ça pour aller chercher une expertise que tu n'as pas ailleurs. Tu vas apporter la tienne là-dedans. Puis avec ça, on va créer un modèle qui ne sera pas parfait, mais qui va être peut-être le plus à jour, disons, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Puis ça, qui va peut-être permettre au moins une meilleure sensibilisation à cette histoire-là. Tout à fait. T'sais, même si on n'est pas raccord avec la réalité à ce moment-là, parce que c'est impossible de savoir exactement, parfaitement de quoi ça avait l'air, de se rapprocher le plus possible, ça va aider le message. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des ethnologues, des sociologues, des historiens, des anthropologues, des archéologues, et c'est tous des domaines différents, dans lesquels, moi, en tant qu'historien, je n'ai pas nécessairement de compétences dans ces autres domaines-là, même si c'est communicant. Donc, quand on va faire des travaux là-dessus, puis j'en connais quelque chose, parce que j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Pastiche. On est spécialisé dans la reconstruction d'environnements virtuels, objets d'époque. Ou encore personnages d'époque, avec un haut taux de fidélité historique, de fidélisme historique. Et comment qu'on va faire ça? Ben, on va s'assurer de faire des recherches le plus exhaustives possible. On va aller très, très, très dans le détail. Puis, quand on n'aura pas quand on n'a pas la réponse, on va aller chercher une expertise ailleurs. Et parfois, la réponse n'est pas facile à trouver, hein. Je pense notamment à un projet qu'on avait fait il y a environ 1 an où on reconstituait avec l'artiste 3D avec lequel je travaille, qui s'appelle David Gagné, qui est exceptionnellement talentueux. On a recréé une partie des fortifications de Québec comme en 1759. OK. Et souvent, c'est une question aujourd'hui parce que les gens se disent, ben en 1759, c'est la conquête de Québec par les Anglais. Il y avait des murs à Québec. Pourquoi les Français se sont pas tout simplement mis derrière les murs? C'était quoi l'idée d'aller combattre sur les plaines d'Abraham puis de perdre la bataille? C'était pas compliqué. Pourtant, c'est plus compliqué que ça, bien entendu. C'est pas aussi simple que ça. Mais à l'époque, il y avait cette mentalité-là de rendez-vous de confrontation aussi qui existait. Je me trompe pas, là, de dire, OK, demain à telle heure, on fera une bataille, on se met face à face, ma ligne contre ta ligne, la première ligne, il y en a un qui tombe, l'autre ligne attire, on se penche. Il y avait cette mentalité-là de les combats se passaient comme ça, je me trompe-tu? Il y avait une façon de faire la guerre, effectivement. Il y a même une éthique de la guerre qui fait en sorte qu'on se donnait rendez-vous sur le champ de bataille. On peut surprendre l'adversaire, mais essentiellement, c'était d'un commun accord que les armées s'affrontaient. Mais en étudiant ces murs-là, puis en les recréant, avec mon entreprise, je vais réaliser qu'il y a une tonne de faiblesse dans ces murs-là, puis que les Français ne pouvaient pas se cacher derrière les murs pour la simple et bonne raison que, premièrement, ils ne sont pas terminés. Les murs à l'époque, donc la ville, elle est vulnérable. Les murs ne sont pas aménagés pour pouvoir tirer du canon vers la campagne, donc elle peut tout à fait se faire assiéger sans être capable de se défendre. Autrement dit... C'était une erreur de rester dans la ville à ce moment-là. Ça aurait été une erreur, mais Montcalm, le général Montcalm, qui a combattu sur les plaines d'Abraham le matin du 13 septembre 1759 et qui est décédé, 22 minutes n'a pas fait cette erreur-là. 22 minutes après le début du combat. Ben, on ne sait pas exactement le nombre de minutes, mais ce fut relativement court. Ça, on le sait aujourd'hui. Une performance brève. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il a probablement pris la meilleure décision qu'il y avait dans l'éventail des possibilités à l'époque. Parce que se cacher à la ville, c'est pas possible. Mais c'est un grand stratège, Montcalm. Montcalm, il est mal vu aujourd'hui parce qu'il a perdu la bataille, mais on oublie qu'il a 30 ans de carrière militaire derrière la cravate, puis c'est un gars qui a presque jamais connu la défaite, sauf celle qui va lui occasionner la mort. Si on peut lui reprocher quelque chose, en tout cas, c'est certainement pas de manquer de courage, puis de ne pas avoir rechigné à se présenter en armes devant l'ennemi. Ça, il s'est pas enfui, il l'a fait, il s'est battu. On peut moins lui donner ça. Puis c'est effectivement un stratège, c'est un tacticien important. Sauf que, ben, il y a toujours une raison pour laquelle on perd une bataille, puis c'est pas nécessairement de la faute de quelqu'un en particulier. Je pense notamment à cette bataille-là où on va avoir des effectifs grandement sous-entraînés. Lors de la bataille des plaines d'Abraham, il y a énormément de miliciens canadiens qui n'ont pas l'entraînement militaire, qui va avoir l'infanterie régulière et qui vont tenter de faire autant que possible de ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire la petite guerre, tirailler sur l'ennemi en utilisant le couvert forestier pour harceler l'ennemi, pour les réduire. Il n'y a pas de forêt, c'est les plaines d'Abraham, donc ils ne peuvent pas opérer de cette façon-là. Puis d'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont en face d'eux? T'as la puissance britannique qui est comme
organisées, entraînées, prêtes au combat à ce moment-là, qui ont un voyage dans le corps, mais quand même. Puis qui sont pas infaillibles non plus, mais qui ont des compétences. Et la grande différence avec l'armée française ce matin-là, c'est que tu n'as pas de miliciens. Tu n'as qu'une armée professionnelle, très entraînée, qui est très disciplinée. Et de la façon que la bataille va se dérouler, c'est une bataille qui est extrêmement violente. La bataille des Plaines d'Abraham, elle va se dérouler à très courte portée. C'est-à-dire que les Anglais vont attendre que les Français approchent très, très, très proches avant de se mettre à tirer. Et comme les armes, le fusil à pierre, le fusil à silex à l'époque, il est certes puissant, mais il est très peu précis. Quand les Anglais vont se mettre à tirer, ils vont faire un feu de peloton très vif à partir du moment où ils vont se mettre à tirer, bien, ça va être dévastateur. Ils vont faucher les lignes de Français très, très rapidement, si bien que, comme tu l'as dit, la bataille va être très courte et ça va être la déroute française. Par contre, chez les Anglais aussi, il va y avoir de nombreux blessés. Il ne faut pas penser que les Français se sont complètement fait avoir. Là. Il va y avoir quelque chose comme 650 morts et blessés de chaque côté. Quand même. De chaque côté. Wolfe va être criblé de balles, donc l'attaque française était assez violente elle-même. Elle est juste insuffisante, disons, pour faire bouger les Anglais. Pastiche, ta compagnie, bon, vous travaillez en 3D, recréer ça, tu as des beaux projets. C'est quoi la technologie que vous utilisez? Est-ce que c'est du 3D photoréaliste? Est-ce que c'est jusqu'à quel point vous amenez cette expérience-là? On crée dans des logiciels 3D que moi, je connais pas, parce que moi, je suis plus le côté historien puis c'est mon artiste 3D qui va travailler avec ces logiciels. Mais on recrée l'environnement dans cet univers-là. Puis souvent, le produit qu'on va fournir, mais en fait, c'est soit les screenshots ou encore des vidéos avec différents angles et tout ça. Puis on va vraiment aller chercher la culture matérielle. Mettons qu'on veut recréer, on a recréé un village autochtone du 17e siècle en Acadie cet été. Puis, c'était quoi la culture matérielle qu'il y avait? Quel type de canaux ils avaient? Avec quoi ils faisaient la nourriture? Quel type de feu? Y avait-tu des bancs? Niaise une même. Y avait-tu des bancs autour du feu ou il n'y avait pas de bancs? Il n'y en avait pas. Mais pour ça, il faut faire la recherche puis le trouver. Alors moi, d'un côté, je fais des recherches extensives. Je vais nourrir mon artiste avec ça. Puis lui, il va vraiment aller chercher. Il me pose beaucoup, il me challenge énormément, David. Là. Il va vraiment me poser des questions parce qu'il y a le souci du détail. Et c'est ce souci-là qui nous anime, qui va faire en sorte que, en fait, le produit qu'on va fournir, il va être top qualité, visuellement attrayant en plus. Et nous, on fournit non seulement le visuel 3D avec les vidéos, les captures d'écran, mais on fournit aussi la recherche qui a été faite avec ça. Okay. Donc ça permet à nos clients de dire, ben regarde, la maquette que j'ai développée, mettons, je sais pas moi, de la Citadelle de Québec ou de tel fort français ou de tel personnage, ça peut être des lieux, des objets, des gens aussi qu'on refait, ben il est authentique, j'en ai la preuve ici. Donc ça, pour nous, c'est un package qu'on offre, puis ben, ça nous distingue des autres avec ce type de produit-là. Très cool, on va suivre ça pour voir. Si on peut t'aider, fais-nous signe, ça va me faire plaisir. Pour vrai, je trouve ça vraiment ultra passionnant. J'avais une question. Tu sais, on dit souvent que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Ouais. C'est une doctrine qu'on entend souvent. Comme historien qui essaie d'être, on l'a dit, impossible d'être objectif, là, on s'entend, mais qui essaie le plus possible de se rapprocher d'une objectivité, comment on combat ça? Oui, bien, en contextualisant, tu sais, il faut éviter de dire ça c'est une bonne personne, ça c'est une méchante personne. T'sais, souvent, il y a pas de. On se rend compte qu'il n'y a pas de bon puis de méchant vraiment dans les histoires. T'sais. On peut bien dire, par exemple, James Wolfe puis Montcalm. Souvent, ça va polariser les opinions. Toi, tu es plus pro-français. Ah, maudit, on l'a perdu cette bataille-là. Je sais pas si ça ferait en sorte qu'on serait plus heureux aujourd'hui si on l'avait gagné. Mais il y a des gens qui prennent pour les Français, d'autres pour les Anglais. Mais c'est de présenter ces gens-là, de les mettre en contexte, puis de dire, ben, tu sais, oui, James Wolfe, il a commis des atrocités de guerre parce qu'il a vraiment ravagé les campagnes, là. Il a attaqué des non-combattants, puis ça, même à l'époque, ça se faisait plus ou moins. Mais, tu sais, c'était un gars qui avait un travail. Il travaillait pour la couronne britannique. Il avait un objectif. Il y avait une job qui avait été donnée, là. Ben, puis lui, son objectif, c'est pas nécessairement il se lève pas le matin en se disant, je vais tuer le plus de personnes possible en buvant du sang dans le crâne de ses ennemis. T'sais, c'est pas ça, là. C'est plus les Vikings, ça, je me trompe pas. Ben, c'est des objets de légende, mais lui, dans le fond, il avait un travail, prendre la ville de Québec. Puis tous les moyens étaient bons pour y arriver. Puis oui, il est allé loin, certainement, mais c'est pas nécessairement un super méchant comme on imagine aujourd'hui. D'un autre côté, Montcalm, oui, il a perdu la bataille, mais il y avait un contexte, une personne qui... C'est un noble, tu sais. Wolfe, c'est pas un noble, c'est vraiment quelqu'un qui vient du monde militaire. Montcalm, lui, c'est un noble. Il vient de la noblesse d'épée, la noblesse de robe pour les administrateurs, comme on appelait à l'époque. Et lui, c'était un gars qui était plus argenté. Donc, tu sais, de présenter ces personnes-là, dans le fond, d'aller à la rencontre de ces gens-là, moi, je trouve que ça brise un peu les préjugés qu'on peut avoir à leur égard. C'est comme quand tu dis, mettons, tu as un collègue de travail, tu l'aimes pas beaucoup, mais finalement, tu jases avec, puis finalement, tu te rends compte que c'est un bon gars. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. Et d'aller à la rencontre des personnages historiques, moi, je trouve que ça aide énormément. Fait, pour toi, c'est un peu de
de rester ouvert à tout ça, de rester ouvert à peu importe l'histoire, de où elle vient, de quelles sont les incidences qu'elles ont eues, d'essayer d'aller plus loin que le simple récit qui t'a été raconté? Exactement, parce que à l'école, on n'a pas le temps d'aller en profondeur nécessairement. Puis c'est un petit peu dommage parce que des fois, je trouve que ça tanne un peu la jeunesse, ça la décourage de s'intéresser à l'histoire, alors que présenter autrement, ça pourrait vraiment les fasciner. Puis effectivement, mieux parler, garder un esprit d'ouverture pour vraiment essayer de mieux comprendre. C'est ça l'objet de l'histoire, c'est de comprendre qui étaient ces gens-là, c'était quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils faisaient ici, pourquoi ils ont agi comme ça. Ben moi, je trouve que ça nous réconcilie énormément avec l'histoire. Puis ça, c'est un des rôles de l'histoire, nous réconcilier peut-être avec certaines blessures sociales. La bataille des plaines d'Abraham, là, moi, j'ai été guide animateur au Musée des plaines d'Abraham pendant presque 10 ans. Puis il y a des gens qui, effectivement, là, tu les vois, puis ils t'en parlent de ça, puis ils disent « Ah, c'est donc ben plate. » On l'a perdu, celle-là, on l'a perdu. Tu sens qu'ils ne se sentent pas bien. Il y a une forme d'amertume, une blessure sociale née de la défaite, une forme d'humiliation, puis les gens s'en sortent pas encore 270 ans plus tard. C'est fou, ça, quand même. Mais il y a une façon d'approcher ça. Puis moi, une des façons que je privilégie dans mon travail, c'est le jeu. J'ai toujours été grandement intéressé depuis que je suis tout jeune aux jeux vidéo. J'adore ça, même encore aujourd'hui. Puis je me suis beaucoup intéressé à l'histoire par le jeu vidéo. Assassin's Creed, nomme-les, les Total War, qui sont des jeux de stratégie. Les civilisations. Civilisations, exact. Quel jeu extraordinaire. Puis j'ai toujours eu l'intime conviction que si ça l'a fait pour moi, ben ça pourrait le faire pour d'autres jeunes. J'ai essayé avec le temps d'innover, puis de créer des produits qui utilisaient le jeu pour intéresser les jeunes à l'histoire. Puis là, je pense entre autres à Minecraft, qui est un jeu extraordinaire, qui a des possibilités qui sont reconnues par les enseignants aujourd'hui et qui permettent tout à fait de découvrir l'histoire d'une autre façon, c'est-à-dire par le jeu, par l'amusement. J'ai étudié le jeu vidéo éducatif quand j'étais à l'université, ce qu'on appelle le serious games, le jeu sérieux. Et il y a une notion qui est très importante, c'est la notion de plaisir. C'est-à-dire que lorsqu'on a du plaisir en apprenant et qu'on ne se rend pas compte qu'on apprend, la rétention d'information est supérieure. C'est exactement ça. La rétention d'information est supérieure. Donc, autrement dit, moins tu as l'impression que tu apprends, plus tu apprends. Et le jeu peut être une distraction phénoménale pour que le cerveau intègre des informations qui ne seraient probablement pas rentrées autrement par le livre, par le cours en histoire. Puis, on parlait de la bataille des plaines d'Abraham, c'est un bon exemple parce qu'un des projets que j'ai fait, c'est la Ville de Québec en 1759 pour le Musée des plaines d'Abraham, qui est un produit Minecraft qui est disponible totalement gratuitement aujourd'hui sur Internet, dans lequel j'ai recréé la Ville de Québec comme en 1759. Wow. J'ai recréé les plaines d'Abraham. J'ai mis les deux armées en formation de bataille, comme ils étaient le matin du 13 septembre 1759. Tout ça grâce à Minecraft. Tout ça en travaillant le jeu Minecraft puis en le programmant. Et quand le jeune, je dis jeune, mais c'est pour tous les âges. Hein. Moi, j'ai 35 ans puis je joue encore beaucoup. Puis d'ailleurs, la moyenne des joueurs au Canada, c'est pas mal autour de ces âges-là, 30-35 ans. C'est plus vieux qu'on pense. C'est pas juste des ados puis des jeunes qui jouent à des jeux. Là. Mais quand on entre dans cet univers-là, il y a des missions. On doit premièrement découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la ville a été bombardée. Parce que pendant le siège de Québec, les Anglais vont envoyer quelque chose comme une vingtaine de milliers de boulets de canon sur la ville. Ils vont détruire, pour vrai, ils vont s'acharner sur la ville de Québec. Détruire presque 80% de la base ville. C'est un tas de ruines. Le joueur découvre ça, doit découvrir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le siège de Québec. OK, bien, c'est qui les acteurs? C'est les Français, c'est les Anglais, c'est Montcalm, c'est Wolfe. Et à travers 3 quêtes, à travers ce jeu-là, ben, ils en apprennent sur le siège de Québec, la bataille des plaines d'Abraham, et finalement, ils ressortent de cette expérience-là avec des apprentissages qui sont rentrés. Puis un autre exemple plus récent que j'ai fait avec les Rendez-vous d'histoire de Québec, qui sont un festival super intéressant, qui offre des conférences à tous les années, des ateliers éducatifs, des jeux aussi pour les enfants, toujours liés à l'histoire. En temps de pandémie, l'année passée, on a fait une programmation, je dis on parce que je suis impliqué avec les Rendez-vous d'histoire depuis le tout début, surtout en tant que collaborateur, comme historien. Je ne fais pas partie de l'organisation, mais j'adore participer parce qu'il y a une portée sociale. Puis, on a recréé un autre produit Minecraft qui est fantastique, qui est Minecraft Château Frontenac, qui était notre partenaire lors de cette aventure-là. Et encore une fois, on m'a sollicité pour refaire une partie de la Ville de Québec, comme en 1892, qui est l'année de construction du Château Frontenac. Est-ce qu'on assiste à la construction? Mieux que ça.
tu le construis toi-même, en fait. On met vraiment le joueur en action. Très cool. Ouais. On mettra les liens, pour vrai, dans le balado. Vous aurez accès aux liens des 2 jeux. Samuel, merci énormément d'être venu avec nous aujourd'hui. C'était un charme de te recevoir. C'était un charme de voyager à travers les époques, de découvrir à quel point l'innovation est une partie importante du changement. On va se reparler, c'est sûr, je te le garantis. Merci énormément encore une fois. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps de nous voir. Tout le plaisir est pour moi. C'est tout pour Mémoire Digitale. Merci beaucoup d'avoir été là. Prochain épisode, on reçoit Serge Morin, qui est le fondateur de Lanterne Digitale. On va parler un peu de cette idée de créer ce podcast-là d'innovation. Donc, restez là. Un gros merci, Samuel, puis on se reparle bientôt à une prochaine mémoire qu'on va digitaliser. Bye.